Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un moment politique euh, et économique assez unique en France. Oui, ce grand débat des chefs de parti au MEDEF. Exactement. Pas face aux électeurs habituels, mais face aux grands patrons français. Et le cadre, Roland Garros. Assez inattendu. Une sorte d'arène politique improvisée. Oui. Pour cette exploration, on se base sur une transcription d'une émission de BFM TV qui a couvert ça. On va donc entendre, enfin analyser les positions de Jordan Bardella pour le RN. Bruno Retailleau pour LR, qui était ministre à l'époque. C'est ça, Gabriel Attal pour Renaissance, alors secrétaire général, Marine Tondelier des écologistes. Fabien Roussel du PCF. Et Emmanuel Bompard pour LFI. Un panel assez large. très large. Et le contexte, faut le rappeler, était tendu. On parlait de crise politique, démocratique, économique, et Bayrou, alors Premier ministre, qui posait son ultimatum. La confiance ou le chaos, lié au budget. Hmm. Notre objectif, c'est de décrypter un peu leur diagnostic et surtout, quelles solutions ils proposaient face à cette situation. Alors, allons-y, creusons un peu ça. Oui, c'est vrai que ce format est assez fascinant. Presque un grand oral présidentiel avant l'heure. C'est ça. Mais devant un public très spécifique, les chefs d'entreprise. L'ambiance devait être palpable. On va regarder les lignes de fracture, bien sûr, les propositions économiques, Oui. mais aussi peut-être ce que ça révèle des visions plus larges pour le pays, quoi. Tout à fait. Commençons par ce qui planait sur tout le débat, la crise politique, la stabilité, le fameux vote de confiance. Confiance ou chaos? Voilà. Et sur scène, deux camps. Attal, Retailleau, prêts à voter la confiance. Et les quatre autres, Bardella, Tondelier, Roussel, Bompard, qui disent non. Alors, est-ce qu'ils étaient en train de, comme le disait Bayrou, de faire couler le bateau France? C'est la première grande opposition, oui. Et les justifications sont très différentes. Prenez Bardella. Pour lui, le chaos, il vient d'où? Des alliances post-législatives? Exactement. Des accords qu'il juge contre nature. Donc pour lui, la seule solution vraiment démocratique, c'est le retour aux urnes, dissolution ou même présidentielle. Et il utilise cette image de l'entreprise en faillite, c'est ça? Oui, une métaphore assez directe pour cet auditoire. En gros, la direction actuelle n'est plus crédible, il faut changer. Et Marine Tondelier, elle répond quoi à ça? Assez vivement, il me semble. Ah oui, elle retourne complètement l'argument. Le problème, dit-elle, ce n'est pas l'absence de majorité, c'est le capitaine Macron et son équipage. C'est Macron qui a créé la crise économique avec sa dissolution, selon elle. Voilà. Elle dit même citer des patrons inquiets avec des carnets de commandes qui dévissent. C'est intéressant. Elle essaie de faire le lien avec l'auditoire sur l'inquiétude économique. Et elle ironise sur le there is no alternative de Bayrou. Oui, façon Thatcher, en soulignant que l'inquiétude est partagée même par les chefs d'entreprise présents. C'est assez habile comme approche dans ce contexte. Et Fabien Roussel, lui, il refuse ce dilemme confiance ou chaos. Carrément. Il dit, oui, la France a des atouts, mais elle s'épuise. Les citoyens, les entreprises, tout le monde est fatigué. Donc le vrai sujet, ce n'est pas le vote de confiance. Non, pour lui, c'est de changer de politique cap, sortir des dogmes, retrouver un État stratège. L'urgence, c'est le contenu de la politique, pas la procédure. Il déplace le débat, en quelque sorte. C'est ça. Voter pour ou contre la confiance, c'est juste un symptôme. Le fond du problème, c'est la politique économique et sociale. Emmanuel Bompard, il va un peu dans le même sens, mais de façon encore plus percutante. Oui, Bompard, pour LFI, il cible directement le budget Bayrou. Il le juge récessif. Hmm. Il sort les chiffres et données. Record de pauvreté, hausse des émissions de gaz à effet de serre, les faillites. Donc pour lui, refuser la confiance, ce n'est pas choisir le chaos. Au contraire. C'est empêcher le chaos en disant non à l'austérité et à ce qu'il appelle la politique de l'offre. C'est le renversement total de l'argument de Bayrou, en fait. Le chaos, ce serait de continuer comme ça. C'est logique avec la ligne LFI, mais là, c'est formulé pour contrer l'ultimatum. Et en face, on a Bruno Retailleau. Lui, il va voter la confiance, mais Mais sans plaisir, dit-il. C'est pour éviter le pire. le pire étant... Le chaos et la gauche mélenchonisée. C'est un soutien par défaut, quoi. Il admet que le système est au bout, le traite même de socialiste en citant Reagan. Référence intéressante devant le MEDEF. Ah oui, mais les ruptures franches, elles, attendront 2027. C'est une posture d'attente. On soutient pour éviter pire, mais on promet le grand changement pour plus tard. Reagan, c'est pour rassurer sur le fond libéral, malgré le soutien pragmatique. Et Gabriel Attal, lui, il représente la majorité. Quelle est sa ligne? L'urgence. L'urgence très concrète. Il faut un budget avant le 31 décembre. C'est vital pour la visibilité des entreprises. Et faire tomber le gouvernement compliquerait tout. Évidemment.
Donc il appelle au travail en commun, même sur un budget qui ne serait pas parfait, tout en concédant, lui aussi, que le modèle de 1945 est dépassé, qu'il faudra une rupture, mais plus tard. Donc on a vraiment deux logiques qui s'opposent ici. Oui, clairement. D'un côté, la gestion de crise immédiate, la stabilité budgétaire avant tout, même avec des compromis. Ça, c'est Attal et Retailleau. Et de l'autre, De l'autre, une logique de rupture. Bardella, Tondelier, Roussel, Bompard, ils pensent que la crise est trop profonde pour des demi-mesures. Il faut soit changer radicalement de politique, soit retourner aux urnes. Les diagnostics sur les causes, eux, sont radicalement opposés. et cette question de la stabilité, elle est directement liée aux modèles économiques proposés. Là, on entre dans le vif du sujet, non? L'État, l'offre, la demande, les impôts. Ah oui, là c'est le cœur du réacteur idéologique. On retrouve les grands clivages, mais avec des propositions parfois très spécifiques à la crise actuelle. Alors commençons par ceux qui veulent vraiment changer la logique. Bompard, par exemple. Il rejette la politique de l'offre. Sans détour, oui. Pour lui, cette idée d'aider d'abord les entreprises, ça mène à dans le mur. Et il propose quoi à la place? Une relance par la demande. Soutien au pouvoir d'achat, investissement public massif, surtout dans l'écologie et les services publics. Il critique aussi le CIC, le crédit d'impôt, qu'il juge inefficace. Il demande de la planification. Critiquer le CIC, c'est assez fort, non? C'était une mesure phare même sous des gouvernements de gauche. Et c'est voulu. Il cherche à montrer que même les aides aux entreprises, selon lui, n'ont pas marché. Ça renforce son idée qu'il faut une stratégie basée sur la demande et l'investissement public piloté. Fabien Roussel, il est sur une ligne similaire, hein. État stratège, investissement. Très proche, oui. Un État planificateur, qui investit beaucoup. Il donne même un chiffre, 500 milliards d'euros sur 5 ans. Et il veut conditionner les aides publiques. Absolument. Il parle de 211 milliards d'aides par an selon une enquête et il veut les lier à des critères stricts, relocalisation, sociale, climat, en ciblant plus les PME. Et pour la demande, il propose quoi concrètement? Indexer les salaires sur l'inflation et augmenter le SMIC, pour relancer la consommation. L'indexation des salaires, ça marque une rupture avec les dernières décennies. C'est une mesure forte, oui. Roussel insiste beaucoup sur cet État qui non seulement dépense, mais qui oriente l'économie de façon très volontariste. À l'autre bout du spectre, on a Retailleau. Son diagnostic est Sévère. sans appel. Le système actuel est socialiste, Sa solution, moins d'État. et une mesure choc. Laquelle? Suppression totale des charges salariales et patronales au-delà de 35 heures. Le seuil zéro charge. Pour inciter à travailler plus? C'est l'idée. Et il ajoute le gel du remplacement des fonctionnaires qui partent à la retraite, sauf pour le régalien, et un compte social unique. Pour plafonner les aides sociales. Voilà, plafonner les aides et remettre au travail. C'est une vision très libérale, où la richesse vient de la libération des contraintes sur les entreprises et le travail. Très axée sur l'offre. Et Jordan Bardella, il se situe où dans tout ça? C'est moins tranché. C'est plus complexe. Il dit qu'il faut réduire la dépense publique, oui, mais que ça ne suffit pas. Il faut de la croissance. Et comment on la trouve, cette croissance? En déverrouillant, baisser les impôts de production, réduire les normes. Il parle de l'impôt de papier, 60 milliards par an, c'est énorme. Ah oui. Et puis, le patriotisme économique. Mais, et c'est là que c'est intéressant, il propose aussi un outil d'intervention, un fonds souverain. Abondé par l'épargne des Français. C'est ça, pour investir dans des secteurs stratégiques, l'IA, la relocalisation. C'est typique du RN, un discours très libéral sur les impôts et les normes pour séduire la droite et les patrons, mais avec une touche d'interventionnisme étatique. Exactement. Un mélange assez particulier. Et la majorité, représentée par Attal, il défend le bilan, j'imagine? Oui, il défend les réformes pour l'entreprise faites depuis 2017. Baisse de l'IS, flat tax, suppression de l'ISF. Pour lui, c'est ça qui a fait baisser le chômage. Il refuse le terme cadeau au patron? Il parle plutôt de compétitivité internationale. Il insiste beaucoup sur l'Europe, l'union des marchés de capitaux et sur l'innovation, l'IA notamment. C'est la continuité. Il défend la politique de l'offre, en somme. Oui, celle que Bompard critique. Attal met en avant les résultats sur l'emploi et projette une image de modernité, d'ouverture, face aux autres propositions plus protectionnistes ou étatistes. Et il nous reste Marine Tondelier. Sa critique porte sur quoi, elle? Sur le 2 poids, 2 mesures. Il n'y a pas d'argent pour les services publics ou l'écologie, dit-elle, mais il y en a pour les aides aux entreprises. Des aides souvent non conditionnées, selon elle? Et qui profitent surtout aux grands groupes. Elle alerte aussi sur les inégalités croissantes, qui sont un frein économique et une menace sociale. Et comme Roussel et Bompard, elle demande la conditionnalité des aides financières. Oui, des critères stricts, non-délocalisation, sociale, environnementale. Son angle lie directement l'économie, la justice sociale et l'écologie.
Elle ne rejette pas l'entreprise, mais veut une économie plus régulée. Elle demande aussi de la prévisibilité, c'est intéressant. Oui, ça fait écho aux demandes des entreprises elles-mêmes. C'est une façon de dire, on peut être écologiste et pragmatique. Bon, sur l'économie, on a clairement deux camps, presque irréconciliables. Oui, d'un côté, ceux qui veulent stimuler par la demande l'investissement public, une meilleure répartition, Bompard, Roussel, Tondillet en partie. Et de l'autre, Ceux qui misent sur l'offre, la baisse des charges, des impôts, pour libérer l'initiative privée. Attal, Retailleau et Bardella sur certains points. et ces divergences, on les retrouve sur les normes, l'écologie, l'Europe. C'est notre troisième grand thème et ça a l'air de crisper pas mal de monde. Ah oui, le mot norme est souvent agité comme un chiffon rouge, surtout à droite et à l'extrême droite. Bardella attaque fort le Green Deal européen, c'est ça? Bille en tête. Il le décrit comme une montagne de normes. Il cite la CSRD, le devoir de vigilance, Farm to Fork, l'interdiction du thermique en 2035. Et il accuse tout ça de pousser à la décroissance. C'est ça. Un discours anti-régulation très clair. L'Europe et l'écologie deviennent les responsables des problèmes économiques. Ça trouve un écho, c'est sûr, chez ceux qui sont exaspérés par la complexité administrative. Retailleau est sur la même longueur d'onde. Oui, trop de normes, surtout européennes. Il voudrait une Europe concentrée sur des grands projets stratégiques. Il parle d'une DARPA européenne. Oui, pour l'IA, le quantique. Une Europe puissance technologique, mais moins mercantiliste et moins obsédée par la norme. C'est cette tension classique, hein. On veut une Europe forte pour certaines choses, mais faible pour les règles. Et Bompard, face à ça, il réagit comment? Il ironise sur ce qu'il appelle l'hypocrisie de LR et du RN sur le protectionnisme. Il rappelle qu'ils ont longtemps soutenu le libre-échange. Et il revendique un protectionnisme solidaire pour LFI. De longue date, oui. Il essaie de reprendre ce thème en lui donnant une coloration de gauche. Et il critique très fort le marché européen de l'électricité, il veut des prix administrés nationalement. Marine Tondelier, elle, défend l'écologie comme une opportunité. Exactement. Peu une contrainte, mais une chance. Emploi vert, éviter les coûts futurs du climat. Elle critique les reculs du gouvernement sur l'environnement. Et elle alerte sur la Chine qui pourrait dominer les technologies vertes. Oui, si l'Europe ne bouge pas. Et elle pointe une incohérence chez certains, à droite. Comment réclamer de la prévisibilité et proposer des moratoires sur les renouvelables? C'est une pique directe. Elle essaye de montrer que la transition écologique, c'est aussi un enjeu de souveraineté industrielle. Tout à fait. C'est l'argumentaire écologiste classique. Ce n'est pas une punition, c'est un investissement. Et Attal, comment il navigue entre tout ça? L'Europe, l'écologie. Il cherche la voie médiane. Il reconnaît des excès passés de l'UE sur les normes, mais dit qu'elles restent indispensables. Et sur l'énergie? Nucléaire ou renouvelable? C'est les deux. Et le nucléaire, et les renouvelables, un mix équilibré. Et il renvoie aussi LR et RN à leurs contradictions sur les votes passés concernant les réformes pro-business. C'est la position centriste type. Oui à l'Europe, mais réformée. Oui à l'écologie, mais sans dogmatisme. C'est ça. Sur ce thème des normes et de l'Europe, on voit bien la complexité. Tout le monde critique les lourdeurs, mais les visions sur le rôle de l'Europe et la place de l'écologie sont diamétralement opposées. Problème ou solution? On arrive au dernier grand chapitre, le travail, notre modèle social et les visions d'avenir plus globales. Qu'est-ce que ça implique pour les gens concrètement? Là, on touche au pacte social français. Et là encore, les philosophies sont très, très différentes. Bompard se positionne en défenseur du modèle social. Oui, il veut même le renforcer, annuler les exonérations de charges pour mieux le financer. Il s'oppose à l'allongement des jours de carence maladie. Et il conteste l'idée que les chômeurs ne veulent pas travailler. Il cite des chiffres, un ratio offre-demandeur très bas selon lui. Pour LFI, la solution, c'est une politique active de création d'emplois, via la planification. C'est la défense du modèle social comme un acquis financé par tous. Roussel aussi met le travail au centre. Oui, mais avec l'idée de revalorisation. Indexation des salaires, hausse du SMIC. Pour vivre dignement et pour relancer l'économie par la consommation. C'est lié à son idée de produire français? Tout à fait. Un travail qui émancipe, qui permet de bien vivre. C'est un discours sur la valeur travail, mais avec une forte exigence de rémunération et de conditions. Ça peut parler à une base ouvrière, mais aussi à ceux qui craignent le déclassement. Changement d'ambiance avec Bardella. Ah oui, il commence par « il faut aimer ceux qui entreprennent ». Et sa recette pour augmenter les salaires nets. Réduire le train de vie de l'État. Il critique aussi l'éducation, trop de bac plus 5 généralistes, pas assez d'apprentissage. Et il fait le lien avec l'immigration. Systématiquement, la soutenabilité du modèle social dépendrait du contrôle de l'immigration, et il critique la réforme de l'assurance chômage. Ce sont les marqueurs classiques du RN.
Reteilho, lui, va encore plus loin sur la critique du modèle social. Oui, il compare le PIB par habitant France-Allemagne pour dire que ça ne marche pas. Sa solution, la richesse par le travail. D'où le seuil zéro charge, le compte social unique. Il parle même de retraite par capitalisation. Oui, un troisième étage. C'est une rupture majeure avec notre système par répartition. C'est la vision la plus libérale socialement parlant. Le modèle actuel découragerait le travail, il faut des incitations fortes, voire des contraintes. Et sur l'immigration, il a une position spécifique, elle. Prioriser l'emploi des immigrés réguliers au chômage avant de régulariser des sans-papiers. C'est une façon de lier social et migratoire, mais différemment du RN. Et Marine Tondelier prend le contre-pied de tout ça. Totalement. Elle rejette la théorie du ruissellement. Pour elle, c'est la consommation populaire, donc les salaires, qui tirent la croissance. Elle apporte aussi une dimension nouvelle sur les conditions de travail. Oui, face au changement climatique. Par exemple dans le BTP. Et elle suggère de rouvrir le débat sur le temps de travail pour mieux le partager. Un sujet tabou pour beaucoup. Clairement. Et elle questionne les politiques migratoires restrictives, en citant un rapport du MEDEF sur les besoins de main-d'œuvre. C'est habile. Et elle termine sur une note très politique. Oui, un avertissement sur la montée du fascisme, un appel à construire une alternative, y compris avec le monde économique. Ça élargit beaucoup le cadre du débat. C'est une conclusion qui marque, qui sort de l'économie pure. Et pour finir, Gabriel Attal. Il boucle la boucle. Il réaffirme que le travail est clé pour l'épanouissement. Le problème des salaires, ce n'est pas le SMIC, ce sont les charges. Donc il défend la baisse des charges et la réforme de l'assurance chômage. Logique. Et pour financer l'avenir, l'innovation. Il cite Dailymotion contre YouTube, faute de capitaux. Il mise sur quoi? Lion du marché de capitaux et retraite par capitalisation, pour aligner la France sur un modèle plus anglo-saxon de financement. Et il termine par un appel au dialogue pour le budget. Pragmatisme obligé, vu le contexte. Bon, au terme de cette exploration, on voit bien l'ampleur des fossés. Stabilité immédiate contre rupture radicale. État stratège contre marché libéré. Relance par la demande contre politique de l'offre. Souveraineté nationale contre intégration européenne. Sans parler des visions du travail, de la protection sociale, c'est assez vertigineux. Oui, les divergences sont vraiment profondes. Elles touchent au fondement même du modèle français. Il y a bien quelques appels au dialogue, surtout de la majorité, pour gouverner. Mais sur le fond, Sur le fond, la capacité à trouver un consensus semble très limitée, d'après ce qu'on a entendu là. et le cadre, devant le MEDEF, a sans doute accentué certains arguments sur la compétitivité, les normes. Alors, la question qui reste, c'est, face à des diagnostics et des remèdes aussi opposés, est-ce qu'un chemin commun est seulement possible pour l'avenir ? Ou est-ce que ce grand débat a surtout révélé des visions du monde qui sont devenues, peut-être irréconciliables? C'est toute la question, effectivement. Au-delà des tactiques, il y a des choix de société fondamentaux qui divisent profondément. Trouver une voie médiane, ce serait presque un exploit d'alchimiste. Une réflexion à poursuivre. Merci d'avoir suivi cette analyse.